Hello à tous. Alors là, vous êtes posés sur ce petit arbre à chat. Et pourquoi cette vidéo? J'avais en gros envie de, moi, apprendre à enseigner ce cours et réviser en fait de cette manière. Et j'ai vu que énormément de gens galéraient avec l'apprentissage et l'assimilation de cette matière. Donc je me suis dit, ben go enseigner en fait et peut-être donner cours de tutorat l'année prochaine. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vais la faire en deux parties. Il y aura d'abord les philosophes, enfin les sociologues, pardon, du 19e siècle et dans la deuxième partie, il y aura les sociologues du 20e siècle avec les paradigmes. Voilà, bonne vidéo. Donc j'ai mon super classeur avec toutes mes feuilles. Normalement, ça devrait pas être très long car il y a waouh, 13 pages. Donc ça devrait aller. Donc je vais poser ça waouh, comme ça. On voit rien, parfait. Donc on va commencer par Auguste Comte, qui est un philosophe des Lumières, inventeur du terme de sociologie, donc sociologos, qui veut dire société, discours, savoir. À la base, il voulait utiliser le terme de physique sociale, mais il était déjà utilisé. C'est le père du positivisme, donc on est passé de la politique à la morale puis à la religion. Et dans sa démarche scientifique, seuls les faits observables sont comptés. Donc les phénomènes sont vus comme des évidences et le regard crée les faits. Il a défini une loi à 3 états avec un caractère évolutif. Donc l'état théologique avec un état qui est féodal, fictif, on peut l'assimiler à l'enfance, avec des sociétés qui reposaient sur des mythes, des légendes et des religions. L'état métaphysique pour les Lumières, où c'est plus abstrait, avec, on peut l'assimiler à l'adolescence en gros. Et l'état positif, qui est industriel, où c'est un état plus scientifique. On peut l'assimiler à l'adulte, avec une rationalité expérimentale et sens scientifique par les faits. Et c'est ça, en gros, pour lui, la sociologie. Ensuite, on a Alexis de Tocqueville. Donc lui, c'est un homme d'action, un magistrat, un homme politique. Il a étudié le système carcéral aux États-Unis, puis a publié le livre De la démocratie en Amérique entre 1835 et 1840. Et ce livre, il est extrêmement positiviste. Il explique qu'en gros, aux USA, il y a la première valeur, c'est la liberté. En Europe, c'est l'égalité et il trouve que c'est liberticide. Par exemple, on demande aux idiots de donner leur avis par rapport au droit de vote, par exemple. Enfin, dans le droit de vote, on leur demande leur avis. Il explique aussi la tyrannie et la dictature de la majorité. Donc la majorité impose ses décisions au détriment de la minorité. Et il y a 4 contre-pouvoirs que la minorité peut utiliser. Donc il y a d'abord l'association, où par exemple en Belgique on promet énormément l'association. La décentralisation, le pouvoir réel au plus près des citoyens. L'autonomie judiciaire, parce qu'on est dans un état de droit à Skip. Et la liberté de la presse, défendre les riches contre les pauvres. Donc en gros, le but de ces 4 contre-pouvoirs, c'est de défendre les élites contre la masse. Je vais regarder s'il y a encore quelque chose. Ouais. Donc on a une responsabilité. Nous sommes libres, nous sommes responsables de nous-mêmes et de la communauté. Le prof avait donné l'exemple de, à l'aéroport, on nous demande si on a l'intention de faire du trafic de drogue. Si on le fait, notre peine sera plus lourde car on a menti alors qu'on était responsable. Donc c'est promouvoir l'égalité peut restreindre l'égalité en gros de gros. En gros de gros. Donc lui, il est complètement différent de Comte, si on veut faire un lien entre les deux sociologues, pardon. Donc Comte, il est vraiment dans la théorie, alors que Tocqueville, il est vraiment dans l'empirisme, dans l'observation et l'expérience. Ensuite, on peut passer à Durkheim. Donc, c'est le premier sociologue organique qui est prof de sociaux. Il a une place institutionnelle dans l'organisation, parce que quand t'es prof, t'es dans une institution et donc dans une organisation. Il a décrit le fait social, qui est aussi positiviste, donc comme Comte et comme Tocqueville également. Donc, le fait doit être extérieur à l'individu, donc pas dans sa tête. Il doit être indépendant de la volonté de l'individu. Il y a autre chose qui pousse l'individu à agir de cette manière. Et le fait peut être coercitif, c'est-à-dire qu'il s'impose à l'individu, mais il reste prévisible. Le social s'explique par le social, et il faut allier l'empirie et l'observation. Ensuite, Karl Marx, ça va être un petit pavé, donc accrochez-vous.
Donc la société est déterminée par l'économie. Lui, il définit le primat de l'économie et le déterminisme du social. Il est passé du matérialisme au déterminisme aux structures. Il définit 2 types de structures. Il y a l'infrastructure qui est à la base, c'est la réalité, c'est l'ensemble des éléments liés à l'économie et les rapports économiques, et la superstructure qui est elle au-dessus, qui est une vision, par exemple les valeurs des choses, la démocratie, etc. Donc j'essaie de synthétiser ça. Par exemple, l'infrastructure, ça va être le système économique, donc la manière dont les modes de production émergent, comment les choses sont bâties, les modes de production, donc force productive et rapport de production. Qu'est-ce qu'un rapport de production ? C'est le rapport de pouvoir entre les classes sociales, par exemple. Et dans la superstructure, c'est l'ensemble des institutions, donc l'État, la religion, la culture, la morale, et leur rôle, c'est de justifier, établir l'ordre économique dominant. Donc pour lui, la liberté individuelle, c'est une illusion totale. La théorie de il définit la théorie de l'aliénation dans le manifeste du Parti communiste. Nous sommes tous contraints, entre guillemets. Enfin, je suis d'accord avec lui, mais voilà. Donc pour lui, il y a 3 acteurs. Les capitalistes, donc c'est celui qui possède le capital. Le prolétaire, celui qui alloue sa force productive. Et l'Umpenprolétariat, c'est les travailleurs exclus et les chômeurs qui n'ont pas de taf parce qu'ils sont trop faibles. Les capitalistes utilisent cette classe comme menace pour maintenir la pression sur les prolétaires. Donc l'économie, c'est un mode de production. Il y a la force productive et le travail humain. Il définit 4 types de sociétés, pardon. On a le communisme primitif asiatique qui est lui abstrait. Donc c'était les chasseurs-cueilleurs, chacun vit aussi bien que son voisin. La société esclavagiste qui elle est positive, c'est-à-dire qu'elle est observable, où il y a une exploitation directe des esclaves par les propriétaires qui ont le pouvoir économique. Et en gros, il observe ça chez les Romains avec la naissance de la démocratie. Le régime féodal qui est lui également positif, c'est le pouvoir à celui qui possède les terres, qui a le pouvoir économique en gros. Et la société capitaliste qui est également positive, j'ai eu un appel, qui est également positive et où il y a une possession du capital car il permet d'acquérir le reste. Les travailleurs vendent leur force de travail contre un salaire et c'est la lutte des classes. On a également le mode socialiste, donc il y en a 5, j'ai dit de la merde, qui est lui abstrait parce qu'on ne le connaît pas encore, où les conséquences matérielles de la société capitaliste et les transitions vers le communisme. Les moyens de production sont contrôlés collectivement par l'État au nom des travailleurs. Et donc, on peut rapprocher ce sociologue si on fait un lien entre les deux. Je vais faire ce signe à chaque fois que je fais un lien, ok ? Comme ça. Comme ça, vous saurez, si vous regardez la vidéo pas très fort ou quoi. Donc, lui, on peut le rapprocher de Weber, parce que Weber définit également l'économie de cette manière-là, mais on va le voir par la suite. Ensuite, on passe à Georges Simmel, qui lui définit la forme des interactions sociales et les relations sociales. Il est très différent de Marx par son primat des structures et très différent de Weber par son primat des acteurs. Il étudie des aspects variés comme la mode, l'amour, l'argent. Il définit l'argent comme un support d'échange qui, quand l'interaction conclut, épuise la relation entre les biens et les services. Donc il va vraiment favoriser le troc au détriment de l'argent. Sa contribution à la sociologie, c'est qu'il analyse les formes et les processus sociaux sans se limiter aux matériaux concrets. Il étudie le social par les observations des interactions. Et c'était le prof de Robert Park qu'on va voir à la fin. On a ensuite Max Weber qui lui définit le primat de l'économie. Donc ça nous permet de comprendre comment la société fonctionne et la vision congruente des actions sociales et économiques, parce qu'elles se déploient en même temps en gros. Donc il a une vision atomiste, actionnaliste des choses. C'est-à-dire que l'individu est agent et il crée la société de par ses actions. Donc il a vraiment une volonté de comprendre les acteurs, comment ils s'approprient et se représentent le social et comment ils construisent la société. Donc lui, il est très différent de Marx, parce que pour Marx, la structure génère la société, alors que pour Weber, c'est l'individu qui génère le social. Il y a une responsabilité individuelle. Lui aussi, c'est un petit pavé, donc préparez-vous. Donc il définit l'idéal type avec 4 caractéristiques. C'est essayer de retirer les caractéristiques d'un phénomène, aider à capter les modes de fonctionnement.
il caricature le phénomène, donc il donne un sens au réel, et il donne un concept en dehors du réel, en dehors de la réalité. Par exemple, l'idéal type des étudiants, c'est qu'ils ont à peu près le même âge, qu'ils sont jeunes et qu'ils veulent tous un diplôme. Ensuite, il y a des motivations subjectives que les acteurs trouvent dans leurs actions. Donc il y a 4 actions. Il y a l'action traditionnelle, donc c'est un mode conservatiste de nos actions. L'action émotionnelle qui est orientée par nos affects. L'action rationnelle en valeur avec des représentations et des croyances, comme l'honneur, le duel pour laver son honneur, ou par exemple le capitaine du Titanic qui a tout fait, enfin qui est resté à son poste jusqu'à ce que le bateau coule. Et l'action rationnelle en finalité, donc ça c'est en gros l'objectif, par exemple courir pour obtenir son bus, travailler pour avoir de l'argent. En gros, la même action réelle peut être motivée par plusieurs de ces motivations. Et je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez bien, donc, enfin, que le prof a donné, ou que Oscar a donné, je sais plus. Donc, l'inscription à l'IEX, en gros, si on prend l'action traditionnelle, c'est que toute ma famille y a été. Si on prend l'action émotionnelle, c'est que, en gros, j'aime ça, donc je fais ça. Si on prend l'action rationnelle en valeur, c'est que le journalisme a des valeurs humanistes. Si on prend l'action rationnelle en finalité, c'est que les agences de pub apportent beaucoup d'argent, donc je le fais pour les thunes, en gros. Ensuite, il y a 2 formes d'autorité. Donc l'autorité charismatique, 3 formes, désolé. 3 formes d'autorité, l'autorité charismatique, l'autorité traditionnelle et l'autorité rationnelle légale. Donc l'autorité charismatique, c'est que je considère la demande comme légitime car la personne en face de moi est incroyablement belle. Genre. Tu te dis, je vais tout lui donner. C'est par exemple dans les fondateurs des religions, des politiques, les célébrités ou même nous-mêmes, si on est charismatique. Donc ça peut nous amener à des débordements. J'avais évidemment plus de stockage. On a l'autorité traditionnelle qui, elle, provient de l'habitude. Par exemple, mes parents ont une forme de légitimité parce que ce sont mes parents. Et on a l'autorité rationnelle légale qui provient de la loi. C'est la loi qui convient de ce qui est légitime et la relation rationnelle légale, c'est le citoyen et le pouvoir législatif. Ensuite, il définit la bureaucratie. C'est la société qui lutte contre l'arbitraire. La société est rationnelle et l'État est dépositaire de la violence légitime. On verra ce qu'est la violence légitime avec Bourdieu. Donc, il définit la neutralité axiologique dans Le savant et le politique, son livre. Il est sans a priori politique pour les sociologues. Il ne doit pas faire partie du mode de fonctionnement. En gros, les sociologues doivent être sans a priori politique et ils doivent être en dehors de ce système dans le système, en gros. Ils doivent être en dehors du système. Donc l'action politique ne peut se revendiquer d'une connaissance supérieure car elle est scientifique. En politique, on doit avoir le même poids. Donc pas d'autorité. Par exemple, si un mec reçoit un prix Nobel de physique, il ne peut pas être légitime de parler d'éducation, par exemple. Donc la politique peut être éclairée par les sciences, mais elle ne peut pas reposer sur elle. Vilfredo de Pareto, ça a été un ingénieur, un économiste, puis un sociologue. Donc quand il était ingénieur, il a appris à construire des choses, mais ça lui a pas toujours servi. En fait, il savait pas à quoi ça servait. C'est pour ça qu'il est devenu économiste et il a étudié les actions logiques et les comportements logiques, par exemple acheter un téléphone pour téléphoner. Il a défini les buts objectifs et subjectifs qui se confondent parfois. Les buts objectifs, c'est par exemple se vêtir pour ne pas avoir froid. Les buts subjectifs, c'est les buts un peu secondaires, donc se vêtir pour plaire par exemple. Il s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens pour lui d'être économiste parce que les actions logiques n'existent pas et que l'humain, il est régi par des actions qui sont illogiques. Donc il est devenu sociologue, la sociologie qui s'occupe des actions illogiques, où le but subjectif dépasse le but objectif. Donc qui sont les élites ? Ce sont des minorités. La place qu'il leur donne aux élites, la circulation des élites, c'est cette dynamique qui fait circuler la société. Donc en gros, les nouvelles élites émergent qui remplacent les anciennes. Donc tout le monde peut devenir une élite. Bon, ça on y croit moyen, mais bon, ok, c'est son avis. Donc il définit aussi le concept du 80-20, où 80% des ressources règlent 20% du problème. Mais bon, c'était un gros fasciste dans les années 20 en Italie.
Et il est très différent de Marx par son holisme. Ensuite, on a Robert Park qui va clore ces philosophes du 19e siècle. Donc lui, c'est un reporter de ville en ville. Il fait de la sociologie journalistique descriptive. Donc c'est de la sociologie urbaine, dans les rues en gros. Il a un constant rapport au terrain et il veut être au plus près du phénomène. Donc il faut être dans l'action pour espérer en rendre compte. Et il est empiriste. On montre sans démontrer, donc il n'y a pas de théorie. Donc on ne va pas expliquer ce qu'on montre, mais on montre des choses. Donc il était à l'école de Chicago, qui est subsidiée par des riches qui veulent comprendre le fonctionnement des villes. Donc ça se passait, je ne sais plus dans quelle ville aux États-Unis, mais vous avez capté. Donc Park invite son équipe à intégrer leurs projets d'études et de les vivre. Par exemple, il va comprendre les SDF des USA, les hobos. Donc il va devenir SDF pour mieux réfléchir à leur intégration sociale. Donc il observe sans juger. Donc lui, il est très différent de Weber, car pour Weber, le savant n'a rien à dire, mais il est en accord avec Park, parce que Park aussi a un point de vue situé. Et c'est pour finir sur cette partie sur les philosophes sociologues du 19e siècle. Bisous.